certain nombre d'heures, et sont tirés en partie de ce premier livre que vous pouvez trouver dans la bibliothèque de l'université ou de l'école. Donc, j'ai demandé qu'on achète un certain nombre d'exemplaires, donc il est disponible, allez-y, si vous pouvez vous rendre à l'école, je ne sais pas. Ou alors, c'est difficile en ce moment, effectivement. Donc, je vous disais, donc, c'est la suite du module mécanique des points matériels. Le plan du cours, c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc, en total, il y a 7 chapitres. Alors, le premier chapitre, comme d'habitude, comme nous avons fait l'année dernière, c'est les outils mathématiques. C'est-à-dire, on va faire des rappels ensemble, des choses que je vous ai dites l'année dernière, je vais les redire cette année. Et on va rajouter quelques outils en plus par rapport à l'année dernière. Sachant très bien que vous avez fait des maths depuis l'année dernière, vous avez fait du module de maths, donc normalement, ça devrait se passer beaucoup mieux que l'année dernière. Donc, c'est le premier chapitre, ça va constituer à peu près le cours d'aujourd'hui. Le deuxième cours qu'on va voir mercredi à 10h15, donc, va porter sur des rappels de cinématiques du système de points matériels. Vous voyez, c'est le module de l'année dernière. Alors, on va rajouter le point 4 et le point 5, c'est des choses que nous n'avons pas vues l'année dernière, mais les 3 premiers points, c'est des choses que nous avons déjà vues. On va rappeler par exemple ce que c'est qu'un barycentre, un centre d'inertie, ce que nous avons vu ensemble. Et le premier point du chapitre 2 va faire l'objet du TD numéro 1. Vous allez voir jeudi, nous sommes. Donc, le deuxième chapitre, je viens de vous commenter. Le troisième chapitre, on va s'intéresser aux solides indéformables, au équilibre. On va s'intéresser aux forces qui s'appliquent à ce solide, à l'équilibre de solide et aux relations qui impliquent cet équilibre. On va exprimer en fonction de l'outil mathématique qu'on va voir aujourd'hui, qui est le point 2 du chapitre 1. C'est l'outil qui va être nouveau pour vous, ce qu'on appelle un torseur. Donc, on va exprimer la condition d'équilibre et on va faire quelques opérations sur les forces. Alors, après, on va s'intéresser, pareil, plutôt, on a fait l'année dernière la cinématique des points matériels. Cette année, on va faire le solide. La différence par rapport au point matériel, c'est que le volume est non nul. Le point matériel, on a toujours considéré que le volume est nul. La cinématique du solide, donc, je vous dis, un solide, c'est un objet dont le volume est non nul. Et en plus, c'est un solide indéformable. C'est-à-dire, en fait, c'est un solide que je considère comme étant parfait. C'est-à-dire qu'il garde les mêmes dimensions, il n'y a pas de compression, il n'y a pas de dilatation, il n'y a rien. C'est un solide parfait, indéformable. On va utiliser cette notion de torseur encore pour définir le torseur cinématique, un certain nombre de notions qu'on va voir plus tard. Vous voyez ici, dans ce chapitre 4, donc, il y a cette loi de composition des vitesses qu'on va aussi réviser, ce que nous avons fait déjà l'année dernière, on va la poser exactement la même chose. Donc, ce que je vous dis là, c'est que le cours de l'année dernière, c'est bien de l'avoir sous la main, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va reprendre dans le cours qu'on a eu ensemble l'année dernière, au mois de février, janvier-février. Après, chapitre 5, c'est un chapitre assez court, donc ça concerne toujours le centre d'inertie et une notion de moment d'inertie qu'on va voir ensemble. La cinétique, le chapitre 6, c'est la quantité de mouvement que nous avons vu l'année dernière, le moment cinétique aussi que nous avons vu. Cette fois-ci, au lieu d'un point matériel, on va le définir pour un solide. Et on va définir des choses nouvelles qui sont les points 2, 3 et 4. Cette notion de torseur cinétique, torseur dynamique. Le chapitre 7, c'est la dynamique. En fait, c'est tout simplement le principe fondamental de la dynamique appliqué au solide et le théorème de l'énergie cinétique que nous avons vu, cette fois-ci, appliqué au solide. Et la différence entre un solide et un point matériel. L'année dernière, je vous ai dit qu'un point matériel, et je l'ai dit encore cette année, mathématiquement, ça avait un point, ça volume nul, ce que je viens de vous dire. Et dans la mesure où le volume est nul, il y a quelque chose qu'on a négligé l'année dernière, qu'on ne va plus négliger cette année, c'est l'énergie de rotation. En fait, dans la mesure où il n'y a pas de volume, le solide ne peut pas tourner autour de lui-même, alors que maintenant qu'on a un solide indéformable, il peut tourner autour de lui-même, donc on va considérer cette énergie de rotation cette année. Donc voilà rapidement le plan du cours.
Donc, nous allons commencer par les outils mathématiques. Vous allez voir, on va faire beaucoup de maths ce matin, c'est des calculs vectoriels. J'insiste sur cet aspect-là. Et dans toute la suite de tous les chapitres, ce que vous allez voir, il y aura des calculs vectoriels, essentiellement, des calculs d'intégrale. Alors, ce que nous avons fait dans ce module, nous avons gardé ça l'année dernière, on a fait la même chose. Cette année, on a gardé les mêmes TD. Pourquoi? Parce que on a essayé au maximum d'éviter les intégrales multiples, double, triple. Mais dans la mesure, si vous avez vu ça en maths, ça va encore vous éclaircir, ça va vous rendre les choses beaucoup plus claires. Donc, en clair, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura des calculs vectoriels et il y aura des intégrales, calculs d'intégrales pour ce module, sur le plan mathématique. Après, sur ces notions mathématiques, ces outils mathématiques, vient se greffer, je dirais, tout l'aspect physique et toutes les conséquences physiques et de mécanique du solide. D'abord, il faut les maths, et une fois qu'on a les maths, là, on peut interpréter le comportement de certains solides, le mouvement des solides, mais la mécanique, il y a beaucoup de maths. Et d'ailleurs, c'est pas, si vous regardez bien dans les universités, la mécanique, il est soit enseigné par des physiciens théoriciens, soit par des gens qui font beaucoup de maths et mathématiciens. Donc c'est un module où il y a pas mal d'utilisation d'outils mathématiques. On va le voir tout de suite ce matin. Donc les maths, j'insiste, c'est important. Pour sa deuxième année, moi après, je ne vais pas vous voir en troisième année sur ces sujets-là, que vous allez le faire avec d'autres enseignants. Vous allez voir que là encore, vous allez faire de la mécanique, et chaque fois qu'il s'agit de mécanique, un peu plus poussée, plus approfondie que ce que je fais là, vous allez pousser les choses plus loin, et vous allez voir que vous allez utiliser les mêmes outils, mais avec aussi des calculs mathématiques tels qu'on le fait ici, que vous allez aussi peut-être pousser un peu plus loin. Donc, les maths, c'est utile, et je ne le dirai jamais assez. Donc, tout ce qu'on fait en physique, vous l'avez vu, par exemple, au début de l'année, quand vous avez fait l'électrostatique, la magnétostatique, vous avez vu que il faut absolument maîtriser les calculs vectoriels. Sans cela, on se trompe, c'est clair. Et vous allez le voir encore plus quand vous allez faire tout ce qui est, si jamais vous faites un module qui est lié aux équations de Maxwell. Et vous l'avez vu aussi quand vous avez fait le mode vibration. Donc, bref, les maths, c'est utile. Les calculs vectoriels, les calculs intégrales, c'est quelque chose de très utile. Et voilà, donc c'est le premier chapitre de ce module. Et après, à partir de ce chapitre qui va durer à peu près une heure et demie, vous allez voir, c'est des calculs, c'est des maths qu'on va faire ce matin ensemble. C'est du calcul vectoriel, essentiellement, c'est des maths faits à la méthode du physicien, sans théorème, sans lemme, mais c'est important de savoir faire ces calculs. Calcul vectoriel et calcul d'intégrale, intégrale triple, intégrale double, donc bref, intégrale multiple. Bien, alors je vous laisse lire cette phrase que vous avez. Je pense que vous avez les cours sur le site de l'école. Donc juste pour vous dire ce que je viens de dire avec ma façon un peu moins, avec des phrases simples. Vous avez la phrase de Galilée ici, quelques phrases, un extrait que j'ai pris dans un livre, sur l'intérêt des outils mathématiques et du langage mathématique pour comprendre ce qu'on fait, pour comprendre ce qui nous entoure. Donc voilà, vous avez ces phrases-là. Et ça, je vous signale, Galilée, c'est 1623, lorsqu'il a dit que ce livre, c'est-à-dire l'univers, ne peut se lire si on ne comprend pas le langage et on ne connaît pas les caractères avec lesquels il est écrit. Or, la langue est celle des mathématiques, c'est ce que je vais vous dire. Alors, à l'époque, les caractères, c'était beaucoup de la géométrie, mais maintenant c'est autre chose. Et bref, la langue quand même, pour comprendre l'univers, c'est les mathématiques. Et vous allez voir, même quand vous allez faire de l'électronique, vous allez faire des maths, vous allez faire des transformés de Fourier, vous allez faire des transformés de Laplace, et vous allez faire des maths pour comprendre les phénomènes physiques. Donc les maths, c'est important. Bien, alors voilà, donc un vecteur, vous savez ce que c'est maintenant, il n'y a pas de difficulté, je dirais, pour savoir un vecteur, sauf maintenant, on va distinguer un peu le type de vecteur. On va préciser les choses.
Alors, donc, vecteur libre et vecteur glissant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur libre? C'est un vecteur, comme vous le savez, c'est un vecteur qui a trois composantes dans un repère. On a déjà fait ça plusieurs fois ensemble. Il est défini par sa direction et son sens, et sa norme, qu'on appelle aussi parfois sa longueur. Donc, un vecteur libre, c'est un vecteur qui a une direction. Donc, c'est la droite, la direction, c'est la droite parallèle au vecteur. Le sens, il y a un sens, il y a une flèche, il va d'un point vers un autre, c'est le sens. Et la longueur, c'est la norme du vecteur. Alors, un vecteur libre, c'est un vecteur comme le vecteur V, soit A, B, C, D. Vous voyez, c'est le même vecteur. Le vecteur V, le vecteur A, B, C, D, c'est la même longueur, c'est la même direction, c'est le même sens. Et ça, c'est un vecteur libre. V égale AB égale CD égale EF. C'est un vecteur qui n'est pas lié à un point. Il est dans l'espace, donc il n'a pas d'origine. Un vecteur libre est un vecteur dont l'origine n'est pas spécifiée. On ne vous dit pas que ce vecteur V, il est appliqué à tel point. On dit, voilà, un vecteur V, on va dans la direction, le sens et la norme. Et donc, à partir du moment où il n'est pas lié à un point, on appelle ça un vecteur libre. Voilà. Donc, dans un petit moment, on va définir ce que c'est puisqu'il y a un vecteur libre, vous vous en doutez, c'est qu'il y a un vecteur lié. Un vecteur lié, c'est le contraire de ce que je viens de dire. C'est tout ce que je viens de dire, sauf il est lié à une origine. Il est lié à un point. Donc, quand il n'est pas lié, c'est libre. Quand il est lié à un point, il part à partir d'un point, c'est un vecteur lié. D'accord? Donc ça, c'est libre, et lié, c'est ce que je viens de vous dire, et qu'on va revoir dans quelques instants, quelques minutes. Alors, un vecteur glissant. Un vecteur anime glissant, vous avez la définition aussi, si il reste sur une droite. On impose sa droite delta, ce que vous avez ici, et il est sur cette droite-là. Donc, en fait, il glisse sur une droite. D'accord? Le vecteur V, le vecteur AB, mais cette fois-ci, il est sur une droite, donc il glisse sur une droite. Voilà. Donc, et la droite sur laquelle il glisse ce vecteur-là, on l'appelle support de la droite. Alors, pourquoi toutes ces notions-là? C'est parce qu'effectivement, on va en avoir besoin dans son module. Sinon, effectivement, on définit de nouvelles notions, de nouvelles choses que si, effectivement, on en a besoin. Si on n'en a pas besoin, on le définira plus tard. Donc, vecteur libre, ce que je viens de vous dire. Vecteur lié, il n'est pas là, mais comprenez que c'est la même chose, sauf qu'il est lié à une origine spécifiée. Vecteur glissant, c'est ce que je viens de vous définir aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres notions dont on a besoin? Alors ça, j'ai repris exactement le même slide de module qu'on a vu l'année dernière. Donc ça, je vous le donne ici. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, il faut réviser. Je ne vais pas commenter, on a déjà fait l'année dernière ensemble, vous avez fait des TD. Donc, si j'ai deux vecteurs libres, UV, la somme de vecteurs, vous savez ce que c'est, la loi des parallélogrammes ou la règle des parallélogrammes, vous savez faire ça de manière géométrique, on sait faire ça de manière aussi analytique, ça veut dire on sait si on a trois composantes, la somme de vecteurs, sur chaque axe, on somme les trois composantes. Tout ça, vous le savez, tout ça, on l'a vu. Mais je l'ai remis dans ce module-là, tout simplement pour vous dire, attention, il faut réviser ça, et on en a besoin. Et entre l'année dernière et cette année, vous avez fait beaucoup de calculs vectoriels, donc normalement, les choses sont plus simples cette année que l'année dernière. Quand on s'est vu l'année dernière, il fallait absolument passer plus de temps sur le calcul vectoriel. On va en passer un peu moins cette année. Voilà. Donc, la relation de Schall, AB égale AO plus OB. Donc, OB, c'est AO sur moins OA. Donc, c'est égal à AOB moins OA égale à AOB. Donc, cette relation de Schall, qui est simple, que vous avez vu au lycée, qu'on a vu l'année dernière, on va l'utiliser aussi. Voilà. Donc, c'est des choses simples, mais il faut savoir les utiliser. Alors, pareil, le même slide qu'année dernière, j'ai fait un copier-coller. Un vecteur est défini par sa direction, son sens, comme on vient de le dire, c'est un vecteur, on a dit libre. Sa norme, on a appelé ça tout à l'heure sa longueur. Et maintenant, si je multiplie par une constante, le produit d'un vecteur par un scalaire, que j'appelle alpha, en fait c'est un réel, il est dans le même sens, c'est alpha est positif, dans le sens opposé, c'est alpha est négatif. Donc tout ça, vous le savez. La norme du vecteur qui est formé par produit d'un scalaire par le vecteur, c'est ce que vous avez ici. Ce que
que vous avez là, la norme de alpha V, c'est la valeur absolue de alpha. La norme est toujours positive, qui multiplie la norme de V. Donc tout ça, vous le savez. L'exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le module électrostatique module isostatique. La force égale à la charge fois un champ électrique. La norme de la force, c'est la valeur absolue de la charge fois la norme de... C'est un exemple de ce que je viens de vous dire. Ces relations qui sont là sous vos yeux, vous les connaissez maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vais pas les commenter parce que c'est des choses que vous avez vues encore au lycée, en première année à l'école. Mais bon, les réviser, ça, il faut le faire si vous n'avez pas. Alors, vous avez vu, l'année dernière, on a passé beaucoup de temps sur ces notions de repères. D'accord? Repères cartésiens, repères cylindriques, repères sphériques. Bon, cette année, c'est pareil. On va aussi utiliser tout ça. Donc là, sur ce slide-là, j'ai juste fait un rappel que dans un espace, on peut utiliser un repère. Le repère, c'est une origine, les trois vecteurs qui ne sont pas coplanaires. Alors, de manière générale, les trois vecteurs ne sont pas obligés d'être orthogonaux. Mais nous, ce qu'on fait, ce que nous avons fait l'année dernière, et ce qu'on fera cette année, c'est qu'on va toujours prendre des vecteurs qui sont orthogonaux entre eux. Les trois vecteurs sont orthogonaux. Et on appelle un tel repère un repère orthogonal. Alors, nous aussi, on va faire cette année, comme l'année dernière, on va toujours prendre la norme de chaque vecteur qui compose la base, égale à 1. Donc, du coup, on dit que c'est un repère cartésien qui dit ortho, c'est-à-dire les vecteurs sont orthogonaux entre eux, et la norme égale à 1, donc orthonormée. Donc, comme il est noté ici, sur ce slide-là, la plupart, pratiquement tout ce qu'on va faire, nous, cette année, ça va considérer des repères orthonormés. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, que les autres ne sont pas utilisés. C'est juste que, dans la plupart des cas, on utilise les repères orthonormés. C'est ce qu'on va faire dans ce module. Donc, tout ça fait des rappels. Là, je vous ai remis ce qu'on a fait l'année dernière. Un point M ici, c'est la somme de trois composantes selon les trois axes OA, OB, EC. OM égale à OA selon l'axe des X plus OB sur l'axe Y. Et point M, OM, c'est ça. C'est OA plus OB plus OC. Si je somme les trois vecteurs, j'arrive à OM. Et donc, OA, c'est X fois EX. OB, c'est Y fois EY. Et OC, c'est NM. Ça, plus ça, plus ça, j'arrive ici. Donc, ça fait OM, c'est Z fois Y. Donc, ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Maintenant, il n'y a aucune difficulté pour vous. Et je le rappelle rapidement pour le constater. Bien. Les coordonnées. Les coordonnées, c'est ce que je viens de faire. Un vecteur, il a trois coordonnées dans l'espace. De manière générale, il peut être dans le plan, dans ce cas-là, il en aura deux. Il peut être sur un axe, il n'en aura qu'un. Mais en général, il y a trois coordonnées. Et nous, là, ce que je vous donne ici, c'est les coordonnées cartésiennes. Les propriétés d'un vecteur, vous les savez ici. Je ne vais pas encore. On a fait ça l'année dernière, je le rappelle. Le produit scalaire, vous savez ce que c'est maintenant. Le produit scalaire de vecteurs, c'est de vecteur U fois V, et c'est commutatif égal à V fois U, et vous avez cette relation qui est là. Le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, c'est tout simplement le carré de la norme. Ça, c'est vous savez. Le produit scalaire d'un vecteur par lui-même est toujours positif. Le produit scalaire de deux vecteurs est nul si les vecteurs sont perpendiculaires. Tout ça, je pense que vous le savez, et je ne veux pas passer beaucoup plus de temps là-dessus. La norme d'un vecteur, c'est le produit scalaire au carré. C'est U fois U, c'est le produit scalaire, c'est le carré de la norme. Donc, le produit scalaire, c'est le carré de la norme. Donc, le produit scalaire, c'est x carré plus y carré plus z carré. C'est le carré de la norme. Donc, la norme, c'est la racine du produit scalaire des deux vecteurs. Donc, si j'exprime la norme en fonction de ces coordonnées, vous avez ce que vous connaissez ici. Donc, c'est des choses à connaître, c'est juste des rappels. Ça encore, j'ai fait un copier-coller pour rappeler ce qu'on a vu l'année dernière. Donc, un produit scalaire, soit je l'exprime comme je viens de le faire ici, comme on a fait l'année dernière ensemble, soit on l'exprime en fonction des normes et de l'angle formé par les deux vecteurs. Donc, un produit scalaire, c'est le produit d'une norme fois cosinus θ. Θ, c'est l'angle entre les deux vecteurs. Si je prends ici, par exemple, ça c'est U et ça c'est V. Donc,
Donc, produit scalaire, c'est produit des normes, positif, positif, cos θ, comme vous pouvez le voir ici, pour AB et CD. AB, c'est ça, et CD, c'est ça. Donc, si je prends AB et CD, ben, cos θ est positif. Donc, dans ce cas-là, lorsque θ, c'est un angle aigu, on a un produit scalaire positif. Lorsque θ est supérieur à 90, donc obtus, donc nous avons cos θ négatif, donc le produit scalaire est négatif. Le produit scalaire, exprimé ainsi, vous voyez ce que c'est. Donc, il peut être soit positif, soit négatif. Et en plus, ce que je vous dis l'année dernière, je vous le lis cette année, le produit scalaire, c'est une projection. Par exemple, si V, c'est AB, c'est la projection de U sur la direction de V, c'est U cos θ, et U cos θ, c'est la projection de ce vecteur-là. Supposons que CD, c'est U, donc c'est C' du prime. U cos θ, c'est U cos θ, c'est ce qui est en rouge ici. Donc un produit scalaire, c'est une projection, et quand c'est son perpendiculaire, la projection est un point, donc c'est égal à 0. Ça, c'est avec la manière géométrique, en utilisant les normes. Et la manière analytique, si j'ai deux vecteurs, de manière générale, ce que vous faites, produit scalaire, de deux vecteurs, un vecteur U, trois composantes Ux, Y et Z, le vecteur V, trois composantes Vx, Vy et Z. Le produit scalaire, c'est Ux, Vx, c'est ce que vous avez ici. Ce qu'on a déjà utilisé ensemble l'année dernière et qu'on va reprendre cette année. Bien, produit vectoriel, on en a besoin aussi cette année. Donc voilà, un slide l'année dernière, la même chose. Donc le produit scalaire, je vous ai dit, c'est une projection. Le produit vectoriel, l'année dernière, je redis la même chose cette année, c'est une surface. Donc le produit scalaire, le produit vectoriel de deux vecteurs est un vecteur. Si je fais U vectoriel V, c'est un vecteur. Tout à l'heure, le produit scalaire, c'est un scalaire, maintenant c'est un vecteur. Le vecteur V, il est défini par la règle des trois doigts, la règle du turbo-champ, comme vous voulez. Et donc, c'est un vecteur V qui est perpendiculaire aux deux autres, au plan formé carrément par les deux vecteurs A et B, ou UV, UV. Le vecteur W, il est perpendiculaire aux deux autres, toujours perpendiculaire à U et V. Ça, je le rappelle parce que je vais en avoir besoin de quelques minutes lorsque je fais le petit calcul. Et donc, si par exemple vous avez un rectangle, sinus θ égale à 1, donc la norme du W, c'est U fois V, c'est la surface du rectangle. Si ce n'est pas un rectangle, c'est la surface séparée du graphe. Donc, le produit vectoriel est une surface. Si on veut donner un sens au produit vectoriel, calcul. Donc, W, la norme du vecteur W, qui est le produit vectoriel de U et de V, c'est ce qui est marqué là, c'est l'aire des parallélogrammes construits sur le représentant A et B. C'est cette terre ici. Bien, alors ça, c'est une façon de calculer le produit vectoriel. Maintenant, si je ne vous donne pas là, je ne vous donne rien, je vous donne les composantes de U et de V. Vous faites les déterminants 3-3. Maintenant que vous avez fait beaucoup de maths, vous savez faire ça. Et vous avez les composantes selon I, selon J, selon K. Je pense que vous avez vu le déterminant 3-3. Je vais prendre quelqu'un, je vais poser la question. Donc, Alexis Caillou. Vous avez vu ça, le déterminant 3-3 en maths? Calcul matriciel? Oui, on l'a vu, oui. C'est bien. On a vu ça en maths l'année dernière. Merci pour la réponse. Voilà, donc le produit vectoriel, maintenant les déterminants, comme ça vous l'avez vu, comme je viens d'entendre. Le produit vectoriel est non commutatif, donc ça j'en aurai besoin dans un petit moment. Vous avez des relations comme ça, qu'on a vu l'année dernière, et donc on va s'en servir. Alors, j'ai deux relations que je vais utiliser ce matin qui concernent le produit vectoriel. Alors, lorsque j'ai un double produit vectoriel comme ça, je peux l'écrire sous cette forme-là. Alors ça, c'est une relation qu'on peut démontrer en faisant des calculs longs, et ce n'est pas compliqué, il suffit de faire un premier vectoriel, un premier produit vectoriel, prenez n'importe quel vecteur W, 3 composantes, X, 3 composantes, un vecteur V, 3 composantes. Vous calculez ce double produit vectoriel, qui est forcément un vecteur, et vous calculez cette partie-là, vous pouvez vérifier que c'est l'égalité respectée. C'est une relation qu'on va utiliser dans ce module. Et même ce matin, je vais l'utiliser.
Donc ça, la relation du double productuel, c'est un vecteur, et ça, bon, bah, on peut le démontrer, je ne vais pas le faire ici, vous pouvez faire, c'est pas compliqué, vous pouvez juste vous baser sur ça, et vous faites vos calculs, vous trouvez que c'est la même chose. Produit mixte, c'est-à-dire produit scalaire et produit vectoriel. Donc aussi, on a une relation de ce type-là, avec V, W, X, des vecteurs quelconques, et cette relation est toujours vérifiée, toujours valable. C'est une relation que je veux utiliser aussi ce matin. Donc voilà pour le calcul vectoriel. Alors il n'y a pas que ces deux-là, mais c'est ces deux-là dont j'ai besoin, ces deux-là que j'ai extraits dans beaucoup de relations et qui sont les plus utilisées en mécanique. C'est la relation du double vectoriel et la relation de ce qu'on appelle des produits mixtes. C'est les relations qu'on va utiliser en cours ce matin, vous allez voir, et en TD. Donc voilà, mettez-les sur un bout de papier quelque part, ou alors quand vous allez en TD, ben, imprimez votre cours, remettez-le sur une clé USB, et si vous avez besoin, ben, vous pouvez utiliser. Soit on va vous le donner en TD, si on ne vous le donne pas, vous le donne pas, vous le prenez et vous l'utilisez. On ne va pas vous demander de le démontrer, cette relation-là, même s'il est facile à faire, mais bon, ça ne sert à rien parce que ça ne sert à rien non plus de l'apprendre par cœur, parce que je vois la question arriver. Si on en a besoin, soit on vous la donne, soit vous la prenez. En TD, vous avez droit au cours, donc vous la prenez dans votre cours. Si vous n'avez pas le cours, bah, je vais vous la donner. Si on a besoin de ces relations-là, je vous les donnerai. Donc, ça ne sert à rien de les apprendre par cœur. Alors, tu voyais, donc, tout ça, on connaît, ça, on connaît, c'est des rappels. Ça, je vais rajouter ces deux relations, parce que j'en ai besoin, c'est des relations. Voilà, quand on va s'en servir, bah, ce n'est pas compliqué à faire, ce n'est pas difficile à démontrer. Voilà, j'ai pris ces relations-là parce qu'on a besoin pour le moment. Alors, quelles sont les notions nouvelles qu'on va aborder cette année par rapport à ce que vous savez déjà? Comme Alexis vient de me le dire, vous avez déjà fait pas mal de maths, de calcul matriciel. Et donc, alors, quelques notions de vocabulaire, je dirais, cette fois-ci. Alors, on définit dans tous les cours de mécanique ce qu'on appelle une division vectorielle. Alors, si vous avez un produit vectoriel X vectoriel A égale à B, alors X, A et B, c'est des vecteurs quelconques. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? C'est du vocabulaire. On dit que X est le résultat de la division vectorielle de B par A. Donc, c'est du vocabulaire qu'on va utiliser. Et donc, je vous le donne dès le départ, comme ça. Alors maintenant, ce que j'ai pris ici dans ce slide, c'est de montrer effectivement qu'il existe une solution particulière et une solution générale. Alors, ce calcul-là, qui est ici, je veux vous le faire avec vous ce matin, et je me base sur ça. Et tout de suite, je vais utiliser la première relation pour. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer qu'il existe une solution particulière x0 qui est de la forme x0 est égal à alpha. Alpha, bah, c'est une constante A vectorielle B. Bien, alors s'il existe cette solution particulière, c'est qu'effectivement, il vérifie ce qui est ici. Donc, je remplace x par x0. Donc, alpha A vectoriel B vectoriel A est égal à B. Vous voyez, B, c'est le résultat vectoriel, A, c'est le diviseur, et X, c'est le résultat de la division, vectoriel B par A. Donc, vous voyez tout de suite, dans un calcul comme ça, j'ai un double produit vectoriel. Et donc, je dois utiliser cette relation. Bien, alors cette ligne-là, je l'ai détaillée. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va dire, oui, effectivement, je prends ça, je fais ça. Bon, je l'ai fait ce matin, donc je me dis, il faut que je le fasse. Alors, j'ai une caméra ici, dans mes feuilles. Je vais projeter le petit calcul. Si je ne l'ai pas perdu. Sinon, je vais en refaire. Je ne l'ai plus. Sinon, je le refais dans mon bout. Alors, je vais le faire dans mon bout, alors, dans ce cas-là.
Donc, si je dois écrire sur le deux produits vectoriels, donc je ne l'ai pas fait ce matin. Je fais autre chose, mais pas celui-là. Okay. Alors, on va commencer. C'est une application. Alors, on va appliquer ça c'est un produit vectoriel. Donc, en fait, ça, c'est tout simplement, ce produit vectoriel, c'est pour le remettre sous la forme de ce qu'il y avait avant, bah, c'est moins, produit vectoriel, on a dit qu'il n'est pas commutatif, c'est moins A vectoriel A vectoriel B. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour trouver une forme comme ça. Donc, V vectoriel oméga vectoriel X est égal à oméga vecteur qui multiplie produit vectoriel de X fois V. Donc, allons-y. Donc, vous voyez, j'ai la même forme, j'ai le moins qui est là. Donc, qui est égal à A. D'accord. Donc, ça, c'est égal. Alors, je garde le moins ici. Et je développe ce qui est là. Donc, il est égal. Je reviens en arrière. On va appliquer la petite relation. Donc, vous voyez, j'ai trois termes là. Donc, égal oméga. Je prends celui du milieu et je fais produit vectoriel des deux autres. Moins X. On va appliquer cette relation-là à ce qui est ici. Donc c'est A. D'accord. Qui multiplie A scalaire B. Scalaire B. D'accord. Moins. Alors, moins B qui multiplie A scalaire A. Voilà, si j'applique la première relation que je viens de vous dire. Donc, ce double produit vectoriel, bien sûr, il y a un alpha devant, donc il faut que je multiplie par alpha, mais ça, c'est pas compliqué. Donc, A moins A vectoriel B, double vectoriel, c'est égal à ce que j'ai écrit ici. Alors, il y a un moins en facteur, donc moins ça, donc ça devient... Bref. Donc, ça, c'est égal, ce produit vectoriel-là, c'est égal tout simplement à A au carré, moins par moins, ça fait un plus, donc A au carré fois B, moins A scalaire B. Ouais, c'est des petits calculs vectoriels, c'est pas compliqué, mais bon. A scalaire B qui multiplie A. D'accord? Voilà une application de produit vectoriel. Donc, du coup, ce alpha fois ce 2 produit vectoriel, c'est égal tout simplement à alpha fois A au carré B, ce que vous voyez ici, moins alpha fois A scalaire B fois A. D'accord? Voilà, c'est une ligne développée suivant la relation qui était juste avant. Alors, X vectoriel A égale à B. Donc là, on va appliquer ce que vous savez sur le produit vectoriel, c'est que B, le vecteur B est perpendiculaire à A et à X. Donc A scalaire B égale à 0. Ce terme-là, il est nul. Il ne reste que alpha fois A au carré fois B égale à B. Donc, alpha est égal à 1 sur A au carré. Donc voilà. Si je suppose une solution particulière qui s'écrit comme ça, là, je dois absolument avoir mon alpha égal à 1 sur A au carré. D'accord? Alors maintenant, ça c'est une solution particulière. Maintenant, j'ai X vectoriel A égale à B, qui est égal aussi, on vient de le montrer, à X0 vectoriel A. Donc X0, c'est une solution particulière. Donc en fait, X vectoriel A, c'est une solution générale, égale à une solution particulière vectorielle A. Donc, je fais passer de l'autre côté, je mets en facteur, donc X moins vectoriel A moins X0 vectoriel A égale à 0.
Je factorise par vectoriel A, ça me fait x moins x0 vectoriel A égale à 0. Donc, pour que ce produit vectoriel, donc vous voyez, si les calculs vectoriels soient nuls, pour que ce produit vectoriel soit nul, il faut absolument un produit vectoriel est nul si les vecteurs sont collinéaires. D'accord. Donc, ça veut dire que x moins x0 égale à proportionnel à A, c'est ça que ça veut dire collinéaire, et donc x est égal à x0 plus lambda A lambda est une constante quelconque. Donc, la solution générale, le diviseur, le résultat de la division, A c'est le diviseur, x c'est le résultat de la division de B par A, le vecteur x il s'écrit comme étant x0, on a dit, c'est A vectoriel B fois alpha, alpha c'est 1 sur A au carré, c'est ce qu'on a ici, plus lambda fois A, donc voilà. Le résultat de la division d'un vecteur B par A, c'est un vecteur x qui est égal à cette forme-là. Donc on va voir. Alors cette relation-là, vous n'avez pas à la démontrer si jamais on a un exercice. Donc pareil, on vient de le faire ensemble ici. Si j'en prends des vectoriels, vous pouvez directement poser la forme du résultat de la division x. Donc voilà un exemple de calcul mathématique qui est pour le moment, il est mathématique, comme tout le premier chapitre. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est des maths. Après, tout ce qu'on fait là, on va l'appliquer à des situations physiques. Donc, produit vectoriel, donc la division vectorielle, ça, vous voyez, on a appliqué pas mal de choses qui sont liées au double produit vectoriel pour définir le résultat d'une division d'un vecteur par un autre. Voilà, ça, c'est des maths pour vous. Oui, je vous écoute. Non, c'est bon. Alors maintenant, ce matin, en commençant, je vais commencer par un vecteur libre, je vais commencer par un vecteur glisseur, et là, je vais revenir à ce que c'est qu'un vecteur lié. Donc un vecteur lié, ce que je vous ai dit, c'est un vecteur libre. Alors là, il y a une faute de frappe, donc il s'est corrigé, c'est un vecteur lié. Pardon, donc un vecteur lié, donc il faut que je corrige ça après. Je peux le faire tout de suite. Voilà. Un vecteur lié, c'est un objet géométrique, mathématique, caractérisé par un vecteur V, c'est un vecteur quelconque, et un point P, un point où il est appliqué, commence le vecteur V. Donc on le note par deux parenthèses, P c'est le point d'application, c'est le point de liaison, on va dire, et V c'est le vecteur libre. Donc un vecteur lié, c'est un point et un vecteur. Alors la droite issue de P ayant V pour vecteur directeur, c'est ce qu'on appelle le support du vecteur lié. Cette droite que vous voyez là, si j'ai le point P, il est là, le vecteur V, il est là. P et V, c'est ce qu'on appelle un vecteur lié. Donc c'est un vecteur lié, c'est un vecteur dont l'origine spécifique. L'origine ici, c'est P, il s'applique au point P. Alors pourquoi on dit ça? Parce que par exemple, si j'exerce une force sur un point, la force est un vecteur lié, parce qu'il s'exerce sur un point donné. Et dans ce cas-là, j'ai la droite sur laquelle la force s'exerce. Donc pour le moment, je ne parle pas de force, je fais des maths. Je parle d'un vecteur lié avec un vecteur et un point qui est l'origine de ce vecteur. Voilà, un exemple, c'est les forces, ce qui est marqué ici. Mais pour le moment, pour nous, on va parler de manière générale d'un vecteur lié. C'est un point et un vecteur. Et on va le noter P et V. Donc, voilà quelques notions mathématiques. Alors, j'ai un vecteur lié. Là, je vous dis, en mécanique, c'est les forces, par exemple, qui s'exercent sur un point P. Alors, si je note V, peu importe, ça peut être la force, ça peut être autre chose. On verra par la suite. Et donc, j'ai un vecteur lié, donc un point et un vecteur V. La droite support, l'axe support, ici, delta. Et j'ai un point haut d'espace quelconque. Alors, je vous rappelle ce qu'on a déjà vu l'année dernière, la notion du moment. Alors, l'année dernière, nous avons parlé ensemble du moment d'une force. Cette fois-ci, je généralise. Je parle du moment d'un vecteur lié, quelconque, quel que soit le vecteur lié. Donc, le moment d'un vecteur lié,
l'origine spécifiée P et le vecteur V par rapport à un point O quelconque est exprimé par M, le moment par rapport à O de ce vecteur lié que je note, point d'application, point de départ, P et la vitesse. C'est pas la vitesse, c'est un vecteur quelconque. Ça peut être une force, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est tout simplement la définition exacte. C'est égal à OP, c'est-à-dire si le point d'application est là, d'une autre, si c'est par exemple les forces. Donc, de manière générale, à partir du moment où j'ai un vecteur lié, j'ai un vecteur V et j'ai un point P. Et le moment, c'est tout simplement le produit vectoriel par rapport à O. Le moment est toujours par rapport à un point. Le moment de ce vecteur lié, c'est tout simplement le produit vectoriel de OP vectoriel V. Donc OP, ben, c'est ce vecteur-là, vectoriel V, donc c'est la définition toujours. Le moment par rapport à un point O d'un vecteur lié, vous voyez, c'est toujours OP vectoriel V. Donc, cette définition-là, c'est à garder, c'est la notion du moment qu'on va appliquer dans plusieurs cas, que ce soit les forces, que ce soit la quantité de mouvement, que ce soit... On va utiliser cette notion-là. La notion de moment d'un vecteur lié, c'est cette définition-là. Alors, si j'applique maintenant ce que vous savez déjà, ce qu'on a déjà fait, là je me répète, mais ce n'est pas grave, c'est le produit vectoriel, je vous ai dit, c'est tout simplement, ça on l'a fait l'année dernière, mais je vais le faire. Donc, n'importe quel point, là c'est un point O, il est là, mais j'aurais pu le prendre ailleurs. Donc, ça, si c'est un vecteur, bah, le vecteur il est porté par un vecteur unitaire. Je le note, peu importe, U par exemple, c'est faux. Non, pas U. Je note alors, une lettre quelconque, il ne faut pas que ce soit dans le slide ici. C'est un vecteur unitaire que je vais noter, pas alpha, pas bêta, je vais noter petit c, parce que c, il n'y en a pas ici sur le slide. Okay. C'est un vecteur unitaire ici. Donc, c'est égal à c fois la norme de ce vecteur-là. C fois la norme de m par rapport à O. D'accord? Fois la norme de ce vecteur qui est ici. Alors, C, comment on le détermine? Ben, c'est la règle de Turbochon, des trois doigts, c'est le sens direct, c'est ce qu'on a déjà vu ensemble, c'est le vecteur unitaire. La norme de ce vecteur, qui est le moment, qui est un vecteur, la norme de ce vecteur-là, c'est tout simplement, si je regarde ce qu'on vient de voir, c'est la norme de OP, qui est multipliée par la norme du vecteur V. Alors, j'aurais pu l'appeler autre chose pour ne pas confondre avec la vitesse. C'est la norme de vecteur V qui peut être la force, qui peut être la vitesse, qui peut être je ne sais pas quoi d'autre. Donc, c'est le produit des normes qui multiplie sinus de l'angle entre les deux. Alors, pour que l'angle soit toujours, le sinus soit toujours positif, on prend toujours l'angle le plus petit ici, celui-là. D'accord? Ça, on l'a vu, on le revoit cette année aussi. Donc, OP sinus θ, donc c'est θ. OP sinus θ, c'est tout simplement OH. Donc, c'est égal à OH. Ça, c'est OP sinus θ qui multiplie V, la norme de V. Donc, le moment d'un vecteur lié, c'est tout simplement la norme des vecteurs fois la distance entre le point par rapport au calcul, le moment, et la droite qui porte le vecteur V. Ça, on l'a vu l'année dernière, je vous le refais cette année. Voilà. Alors maintenant, ça, c'est le moment par rapport à un point. Alors, on peut définir le moment par rapport à un axe quelconque qui passe par O. Il peut être comme ça, delta par exemple. À quelconque, je peux le dessiner comme je veux. Donc, le moment d'un vecteur lié par rapport à un axe quelconque passant par le point O, c'est tout simplement le moment par rapport au point O scalaire, le vecteur unitaire de l'axe delta.
Voilà la définition dont on va avoir besoin. Donc la définition du moment par rapport à un point, c'est un vecteur, c'est un produit vectoriel. La définition du moment par rapport à un axe passant par le point O, O est un point quelconque de l'axe. N'importe quelle droite qui passe par ça. Donc c'est tout simplement un produit scalaire entre le moment que vous avez déjà calculé par rapport à un point quelconque de l'axe, scalaire et vecteur unitaire. Et donc le moment par rapport à un axe, c'est un scalaire. Le moment par rapport à un point, c'est un vecteur. Alors, le vecteur V, c'est quoi déjà? Pour le moment, le vecteur V, c'est un vecteur quelconque. C'est un vecteur libre, tout simplement. On verra par la suite, par exemple, ça peut être dans le cas ça, c'est des maths. Dans la mécanique, ça peut être la force. Donc, dans ce cas-là, on parlera de moment de la force. D'accord. Ça peut être autre chose, on verra par la suite. Mais là, V, c'est quelconque. Ce n'est pas du tout la vitesse. C'est un vecteur libre. Alors, donc, le vecteur libre V plus un point auquel il est lié ce vecteur V, ça forme l'ensemble, V et P, ça forme ce qu'on appelle un vecteur lié, parce qu'il est lié à son origine ici, P. Pour le moment, c'est des maths, c'est un vecteur V. J'aurais pu l'appeler A, j'aurais pu l'appeler B, C, D, peu importe. Après, on va le décliner. Maintenant, V, ça va être la force, par exemple. Ça va être la quantité de mouvement. Ça va être autre chose, on verra. D'accord? Pour le moment, c'est général ce qu'on fait là. Un vecteur V quelconque, le moment de ce vecteur V lié par rapport à son origine P, c'est tout simplement le produit vectoriel OP vectoriel V. V est quelconque. Donc, le moment de vecteur V, du vecteur lié V avec son origine P, ça se définit comme ça. C'est général. Chaque fois que je donne un vecteur lié, je peux le changer, ça peut être, je vous dis, la quantité de mouvement, ça peut être la force, ça peut être autre chose. Je vous demande de calculer le mouvement, vous faites ce calcul. Calculer le moment par rapport à un point O, c'est OP, point l'origine du vecteur, vectoriel le vecteur. Donc c'est une définition générale. Une fois que je calcule par rapport à point O, alors n'importe quel axe passant par le point O, le moment par rapport à un axe quelconque passant par O, c'est un scalaire, c'est le produit scalaire du moment que vous avez calculé par rapport à un point, scalaire le vecteur unitaire de la droite. Donc j'ai pris celle-là, j'aurais pu prendre une autre. Donc voilà. Donc, pour le moment, c'est une définition générale, c'est des maths. Vous voyez, c'est très abstrait pour le moment. Mais bon, vous pouvez très bien, si vous voulez absolument vous lier à quelque chose, supposer que V, c'est la force. Dans ce cas-là, on parle du moment de la force par rapport à un point O et du moment par rapport à un axe passant par O. Je peux très bien dire un exemple, V égale F, la force qui s'applique en un point. D'accord? Alors, si je prends deux vecteurs liés, je prends un vecteur, là encore c'est abstrait, un vecteur V, point de liaison au point de l'origine P, et un autre vecteur, on a un point P', mais V toujours. Alors, on parle de vecteurs liés équivalents. Vous voyez, là j'ai le même vecteur V, j'ai juste changé le point de l'origine. Alors, définition. Si ces vecteurs liés sont équivalents, quel que soit le point O, nous avons l'égalité OP vectoriel V est égal à OP' vectoriel V. Donc, si je fais ça, ça veut dire en fait on a le même moment. Parce que OP vectoriel V, OP' vectoriel V, c'est le moment. Donc, ils sont équivalents si on a les mêmes moments. Ça, c'est vraiment mathématique. Alors, si je fais les maths simples, ça égale ça veut dire que OP moins OP' vectoriel V est égal à 0. OP moins OP', c'est tout simplement PP'. OP moins OP', c'est PP'. D'accord? Ça veut dire que PP' vectoriel V égale à 0. Alors, un produit vectoriel qui est égal à 0, ça veut dire que les vecteurs PP' et V sont collinéaires. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, il faut que le point P' soit sur une droite telle que P' soit pareil à V. C'est ce qui est marqué là. Donc, il faut que P' passe par, à partir d'une droite, n'importe quel point, qui passe par P, mais pareil à V. Pareil vecteur V.
Pour le moment, c'est des maths, tout ça. On a la définition, ce que c'est que des points équivalents, et on a la conséquence de cette définition. Donc, ce dont je vais avoir besoin, c'est ces deux définitions-là. Celle-là, s'il faut y revenir, je reviendrai. Mais le moment d'un vecteur lié, ce n'est pas plus compliqué qu'un produit vectoriel de OP vectoriel V. Par rapport à un point, le moment d'un vecteur lié, il est toujours par rapport à un point. D'accord. Et dans ce cas-là, c'est OP V. Maintenant, si on veut définir le moment par rapport à un axe qui passe par le point, d'abord le point, c'est tout simplement ce moment que j'ai calculé là qui multiplie scalairement le vecteur unitaire de l'axe. Alors, je l'ai mis quelconque delta, j'aurais pu le mettre comme ça, peu importe. C'est une droite qui passe par le point. Alors, j'insiste là-dessus parce que tout ce qui va suivre, il est basé sur ces deux choses-là simples, qui ne sont pas compliquées. Et tout ce qui va suivre, ben, ça va être basé sur la notion qu'est-ce que c'est qu'un moment. Et la définition est là. Là, tout à l'heure, on m'a posé la question, j'ai répondu. V, c'est un vecteur quelconque. Un exemple simple, ça peut être la force, le vecteur V. Alors, vecteur lié, c'est système vectoriel. Très bien. Donc, on a défini ce que c'est le moment d'un vecteur lié, donc ce que je viens de vous dire ici, ce qu'on a discuté ensemble. Et maintenant, je veux passer à la définition d'un système vectoriel, aux familles de vecteurs. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas un seul vecteur lié, mais je veux considérer plusieurs. C'est ce que j'appelle un système de vecteurs. Ça veut dire que j'ai n vecteurs liés. Alors, l'exemple, parce qu'il faut bien donner des exemples, ce que j'ai écrit là, l'ensemble d'un système de vecteurs S est un ensemble de n vecteurs liés, donc là, c'est général, c'est abstrait. Si vous voulez absolument qu'on se relie à quelque chose, l'exemple qu'on va utiliser nous, c'est les forces. Je vous ai dit que la force, c'est un vecteur lié s'il s'exerce ici, en ce point-là. Donc, si on a plusieurs forces, ça revient tout simplement à rajouter les forces. C'est l'ensemble de ces forces-là, de ces vecteurs liés-là. C'est un exemple encore. On verra plus tard que ce n'est pas que ça. Cette relationnel est général. Donc, un ensemble de vecteurs S, c'est un ensemble de vecteurs liés que je note. Alors, c'est une notation. C'est la somme, c'est l'ensemble de tous ces vecteurs-là. Alors, effectivement, je ne peux faire cette somme que si ces vecteurs VI sont concurrents, c'est-à-dire en fait, il y a une intersection d'un point P qui leur est commun de ces trois droites. Alors, lorsque j'ai un ensemble de vecteurs liés, je définis un vecteur que j'appelle la résultante, qui est tout simplement, alors là encore pareil, ça c'est un exemple, ce que j'ai fait là sur ce slide-là. C'est juste un exemple, un cas particulier. Le cas général, c'est ce qui est ici, c'est les maths. Donc, lorsque j'ai un ensemble de vecteurs liés, qui peut être ça, ou qui peut être autre chose, on va voir dans la suite que ce n'est pas uniquement le cas de force, on a aussi la quantité de mouvement, on a d'autres vecteurs qu'on va considérer comme étant des vecteurs liés. Donc, ce que je disais, c'est que lorsque j'ai plusieurs vecteurs liés, je définis la somme de ce vecteur lié que j'appelle le résultat de cette somme, je l'appelle la résultante, ou somme de tous les vecteurs VI. Donc, je la note R. R, c'est la résultante de ce vecteur, de ce système vectoriel. Alors là encore, R, vous avez l'habitude d'appeler la résultante du force. Oui, quand c'est des forces, oui, résultante des forces. Mais ça peut être pas les forces. On verra plus tard que ça peut être autre chose. Bref, la résultante, c'est la somme de ce vecteur VI, tout simple. Et que je l'applique aux forces, comme je peux l'appliquer à autre chose. Donc là encore, pareil. Ça, c'est général. Pour le moment, ça, ce n'est qu'un exemple. Alors, voyez ce que je vais faire ici. C'est tout simplement utiliser cette définition-là. J'ai défini le moment d'un seul vecteur. Maintenant, le moment d'un ensemble, donc le moment par rapport à un point O de l'ensemble des vecteurs, c'est ce qu'on appelle du système vectoriel, S, dans ce cas-là, il faut que j'ajoute tous les moments. C'est la somme sur I
de OPI vectoriel VI. Alors, PI, c'est l'origine du vecteur VI. VI, c'est un vecteur quelconque, encore, c'est un vecteur libre. Et PI, bah, c'est l'origine de ce vecteur. Donc, le moment, vous voyez ce que j'ai fait ici, j'ai juste rajouté une somme, mais sinon, la définition, c'est toujours OP vectoriel V. Alors, j'ai mis les I, c'est pour désigner chaque vecteur. Alors, ça, c'est le moment. C'est le moment par rapport à un point O. Donc, par rapport à O, c'est la définition qui est là, sauf que j'ai rajouté la somme. Alors, maintenant, qu'en est-il si je change de point? Si je définis par rapport à un point O' qui est là, la même chose, je vais écrire que le moment par rapport à O' est égal à O'P vectoriel V. Tout simplement, on applique la définition. Donc, le moment du système vectoriel S qui est formé de plusieurs vecteurs par rapport à O', c'est tout simplement ce que je viens de vous dire, c'est O'P vectoriel V. Alors, pour chaque vecteur lié, donc je mets des I pour faire la sommation sur tous les vecteurs liés. Voilà, j'ai les deux définitions. Alors maintenant, je vais écrire l'une en fonction de l'autre. Le moment par rapport au prime, c'est égal à ça. J'utilise la relation de chaque, tout simplement. O'Pi, c'est tout simplement O'O plus OPI. O'Pi, la relation de chaque, je vais vous la écrire. Donc, ça, j'ai un truc simple, c'est O'P, c'est égal à O', O, plus O, c'est la chaîne de Chal. Voilà, donc vectoriel VI. Alors, donc ça me donne O', O, cette relation-là, cette égalité qui est là, ça me donne d'abord OP, donc OP vectoriel VI. Donc ça, vectoriel VI. Plus O', alors là, je peux garder la somme. Alors, cette relation-là, je vais vous l'écrire avec... donc, il y a juste une petite ligne qui manque. Je crois que je vais utiliser la caméra parce qu'il fonctionne. Alors, on va le faire. Allez, on va utiliser la caméra. Alors, donc, ce que je disais, c'est que le moment par rapport à O' de S, c'est égal à la somme sur I, on a dit de O', PI, vectoriel VI. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, la relation de Chal, c'est égale sur I, O' PI. Donc, c'est O', O, plus O, PI, le tout vectoriel VI. D'accord? C'est simple. Donc ça, d'abord, c'est la somme sur I, OPI, vectoriel VI, plus, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la somme, toujours, sur I, de O', vectoriel VI. Des choses comme ça. D'accord? Donc, la somme sur I, cette première somme qui est là, ça, c'est le moment par rapport à O, d'accord, de S, de l'ensemble des vecteurs VI d'origine PI. D'accord? Plus O', bah, ça c'est quelque chose qui est toujours fixe, ça ne dépend pas de... Donc, en fait, je vais dire plus O', vectoriel, la somme du VI.
Or, je vous ai dit que la somme de tous les vecteurs, c'est ce qu'on appelle ça la résultante R. D'accord. Donc, M, le moment, je mets une flèche ici, qui est un vecteur par rapport à O', c'est égal au moment par rapport à O. Donc, c'est égal au moment. Vous voyez, c'est des choses simples, mais intéressantes. Au moment par rapport à O plus O', O vectoriel R. Tout simple. Donc, le moment par rapport à O', c'est le moment par rapport à O, plus O', O vectoriel R, qui est la résultante, qui est la somme de tous les vecteurs VI. Voilà, cette relation qui a l'air simple, mais cette relation-là, on va l'utiliser beaucoup, qui n'est pas compliquée. Et je reviens donc, et je reviens à mes noms. Voilà. Donc, en fait, le moment par rapport à O' est égal au moment par rapport à O, c'est ce qui est là, plus O', O vectoriel R. D'accord? Alors, cette relation qui est là, cette relation définit un champ de vecteur, dit champ de moment, c'est un champ de vecteur antisymétrique. Cette relation qui est là, c'est une relation qui est entre le moment d'un point en prime, qui est égal, alors ça je ne l'ai pas écrit, mais je l'ai écrit tout à l'heure avec la caméra. Ça c'est le moment par rapport à O, ce qui est là. O' égale au moment par rapport à O, plus O', O vectoriel R. R, c'est la résultante pour tout le système vectoriel. Cette relation-là, il est simple, mais elle est importante. C'est ce qu'on appelle, quand on a cette relation-là, on a un champ de vecteur antisymétrique. On verra plus tard le sens de tout ça. On va y revenir à cette relation encore. Vous voyez que le moment par rapport à O' d'un système de vecteurs quelconque, vous voyez, là, je n'ai rien supposé. J'ai pris les vecteurs liés et j'ai obtenu ce que je viens de vous dire. Donc, cette relation-là, on va y revenir et on va l'appliquer. Alors, toujours un système vectoriel, donc formé de plusieurs vecteurs, c'est une famille de vecteurs, ce qu'on a fait ici. Alors, si j'ai deux systèmes vectoriels équivalents, c'est un système S et S sont équivalents, bah, la condition pour qu'ils le soient vraiment, c'est qu'il faut absolument que la résultante soit la même pour les deux systèmes et que le moment soit les mêmes. Ça, c'est une condition pour qu'on parle d'équivalence entre deux systèmes. Vous voyez, là, on est dans l'abstrait, on est dans les maths, et pour le moment, vous ne voyez pas encore à quoi ça va s'appliquer tout ça, mais à partir du deuxième chapitre, on va voir tout ça. D'accord. Voilà, donc ça c'est une définition. Je passe cet aspect-là. Oui, il y a une question. Alors encore, je ne sais pas, j'ai déjà répondu quoi. Oui. Donc je crois que j'ai déjà répondu à ça. Le vecteur V, c'est un vecteur quelconque. Ça peut être ici. Je prends un exemple, c'est la force. D'accord. La droite support. D'accord. Ça, je ne vais pas en parler maintenant parce qu'on verra plus tard. Ça, c'est un exemple. Mais sinon, le vecteur V, c'est la force, mais ce n'est qu'un exemple. Le vecteur V, ça peut être n'importe quoi. Donc, ce qu'on a dit ici, cette relation-là, c'est une relation qu'on va utiliser, qu'on appelle, on va donner un nom pas tout de suite, un peu plus tard. Donc, vous voyez, il est simple, mais il est très utile par la suite. Bien. Alors maintenant, on arrive à je reviens au plan du cours. Généralité sur vecteur, on a fini les générations sur vecteur. Tout ce qu'on avait été sur vecteur, on l'a dit. Maintenant, on arrive à cette notion de torseur. Qu'est-ce qu'un torseur? Alors, un torseur, c'est tout simplement un outil mathématique, ni plus ni moins, dont on va se servir pour simplifier le calcul. On va utiliser cet outil mathématique parce qu'il nous simplifie beaucoup les calculs. On peut en faire sans, on peut s'en passer complètement. Mais alors, les calculs deviennent compliqués. Donc, c'est un outil mathématique
comme beaucoup d'autres outils qu'on utilise, parce que ça simplifie les problèmes et ça nous simplifie le calcul. Mais il existe de vieux livres où effectivement ils font abstraction de cette notion de torseur, mais bon, ça complique les calculs et ça complique les choses. Donc, vous voyez, on a fait des rappels pour du vectoriel, pour du scalaire. Ce qui est nouveau, c'est ces deux relations-là qu'on va utiliser dans ce cours, même ce premier cours, que j'ai déjà utilisé ici et que je vais encore utiliser. La notion de moment par rapport à un point, ok, j'ai passé du temps par rapport à un axe. Un système vectoriel, c'est-à-dire un système formé de plusieurs vecteurs, ce qu'on appelle les familles de vecteurs. On a défini le moment par rapport à un point, la relation entre le moment par rapport à deux points. Donc, c'est moment par rapport au prime égale un moment par rapport à O plus O prime O vectoriel R. R, c'est la résultante. Voilà, c'est des choses simples. Mais ces choses simples vont définir cette notion dont nous avons besoin pour la suite de ce module. C'est ce qu'on appelle un torseur. Alors, un torseur, on le note. Il y a un taux comme ça, avec deux crochets. C'est la notation de torseur. C'est un note mathématique. Ce torseur, il est noté comme ça, il est formé de deux choses. Si je prends un système vectoriel, comme ce qu'on vient de faire ici, une famille de vecteurs, alors un torseur, lui, il caractérise ce système vectoriel, cette famille de vecteurs, il le caractérise par deux choses. Il le caractérise par la résultante R, donc c'est ce qu'on vient de faire ici. La résultante, c'est la somme des VI pour tout le système vectoriel. Et il le caractérise par le moment du système vectoriel. Le moment, c'est la somme du I de O PI vectoriel VI. Alors ici, c'est O, A, B, C, peu importe. O, c'est une lettre. Donc, en fait, le torseur, donc c'est ni plus ni moins qu'un outil mathématique qui est composé de deux choses. Alors, on le note par deux crochets et on dit égal, on met sur une colonne. R, c'est la résultante. En fait, il y a deux vecteurs. Le torseur, tel qu'il est noté là, il est défini par deux vecteurs. R, c'est la résultante. Donc, c'est un vecteur libre parce que c'est la somme des vecteurs libres, des VI. Par contre, le moment, on a dit, il est défini toujours par rapport à un point. Donc, en fait, le torseur est toujours défini par rapport à un point. Et donc, c'est la résultante et le moment défini par rapport à un point. Donc, taux A, c'est par rapport à un point A. Ben, si je change de point, ben, je change le moment. Okay. Alors, MA et MB sont des vecteurs que prend le champ, c'est en fait le champ M au point A et B. Donc ça, c'est le moment au point A et le moment au point B. Bien, maintenant, je reviens à ce qu'on a montré ensemble. Cette petite relation-là qui a l'air simple, mais que je vais utiliser. Voilà, en fait, MO' égale à MO, O', O, R. D'accord. Alors maintenant, cette relation-là, si je remplace O' et O par A et B, parce que bon, plutôt que de garder toujours du O', O, il y a A et B, donc si j'écris, regardez, MO', le moment par rapport à O', ce qu'on a dit, c'est simple. Cette relation-là, si je regarde, le moment M par rapport à O' de votre système vectoriel, qui est égal à M par rapport à O, c'est ce qu'on a montré, plus O', O vectoriel R. Alors, O' et O, c'est des points quelconques. Je peux très bien mettre le moment par rapport à A du système S, qui est égal au moment par rapport à B, O c'est B, de S, plus alors A, B, O', O, donc ça devient du A, B ici. C'est des choses simples. Hein. Comme je peux très bien faire l'inverse. O', je dis que c'est B. D'accord. O, je mets c'est A.
Et dans ce cas-là, O', c'est B, O, c'est A. Dans ce cas-là, j'aurai un BA ici. Donc voilà, cette relation simple qu'on a montrée il y a 2 secondes, bah, je peux l'écrire comme ça pour 2 points A et B quelconques. Donc cette relation-là qu'on vient de faire ensemble, et donc si j'ai un torseur défini par la résultante et par son moment au point A, un torseur B résultant au point B, ce que je viens de montrer, c'est que MA est égal à MB plus AB vectoriel R. D'accord? MO', ce que je viens de faire tout à l'heure, égale à MO plus O', O vectoriel R. D'accord? Donc, au point A, c'est égal à MB plus AB vectoriel R. R, c'est la résultante. Donc, on fait la relation. Cette relation-là, c'est ce qu'on appelle la règle de transport du moment. Ça veut dire, en fait, je passe d'un point à un autre en utilisant cette relation. Alors, ce que je viens de vous montrer, si vous voulez retenir, les étudiants, en général, ils ont des façons de... Voilà, ce que je viens de vous montrer là. Ce que je viens de faire, c'est ça. C'est que M de A égale à M de B, en remplaçant O' par A, ou l'inverse. M de B égale à M de A plus BA. Cette relation qui est la règle de transport, qui est la règle, en fait, de passer d'un moment au point A à un moment au point B, qui est simple. Alors, si vous voulez la retenir, et pour nous, ça va être très important, cette règle de transport, il y a une façon de la retenir. MA égale à MB plus AB sur le R. Pareil, MB égale à MA plus BA avec le R. Alors en fait, les étudiants la retiennent par la relation, ils disent la relation Babar. MB égale à MA plus BA avec le R. Donc c'est la relation Babar, retenue comme ça, une façon de retenir cette relation qui n'est pas compliquée par les étudiants et ils font ce genre de module. Voilà, c'était juste. Je vois qu'il y a déjà 3 étudiants qui sont déconnectés. Normalement, on a encore 5 minutes. On est bien d'accord. Julie de Calonne. Donc, c'est bien ça, jusqu'à 45. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui, donc on a encore 5 minutes. Alors, vous êtes d'accord avec moi, donc on continue dans 5 minutes. Donc voilà. Alors, lorsque nous avons cette relation vérifiée, vous voyez bien que ici, c'est le même système. C'est le même système, sauf que je change en un point A en un point B. Donc, on dit dans ce cas-là, si cette relation-là qui est vérifiée, ça veut dire en fait on a obtenu cette relation-là en utilisant qu'on a le même système vectoriel. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est la même chose en 2 points différents. Donc, on a le même torseur, taux, en point A, en point B, mais R, c'est toujours la même chose, et M, c'est ni plus ni moins que le moment du système qui compose le système vectoriel, des vecteurs VI, en fait. Donc, si cette relation est vérifiée, ce qu'on appelle cette règle de transport du moment, ou distribution du moment, alors taux A et taux B sont les représentations en 2 points différents d'un même torseur taux, c'est-à-dire en fait, c'est la même chose, sauf qu'on change de point. Et la relation entre les 2 torseurs, bah, R, c'est la même chose, et MA et MB, vous avez la règle Babar qui est ici. Si je mets B ici à là, ça fait Babar, et donc vous avez la règle Babar, qui est la règle de transport du moment. Alors voilà ce que c'est qu'un torseur, c'est un outil mathématique qui est composé d'une résultante et d'un moment ici qui est la somme de tous les moments de tous les vecteurs libres. Voilà, pour le moment c'est ça, pas plus. Alors pourquoi c'est intéressant? On verra plus tard, pas aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, je vais juste, dans la mesure où je définis un nouvel outil qui s'appelle un torseur, que je montre comme ça, je vais vous donner quelques règles de calcul. Alors, je peux définir deux torseurs différents, un que j'appelle taux 1, l'autre que j'appelle taux 2. Alors, pourquoi ils sont différents? Parce que j'ai tout simplement, il y a un qui a une résultante que je note R1, c'est un vecteur R1 qui est a priori différent de R2. Si j'ai deux torseurs différents avec R1 différent de R2, bien sûr, les moments sont différents. Un torseur, c'est ni plus qu'un vecteur libre, qu'on appelle la résultante, c'est la somme du TDI. Et un moment, un autre torseur, c'est un autre. Si je change de vecteur, je change de torseur. Donc, vous voyez, un torseur, c'est deux éléments. Alors, ce torseur-là est égal à celui-là, si, selon si, j'ai égalité, R1 égale R2, et le moment du système 1 égale au système 2 en un point 1. Donc ça, c'est l'égalité de torseur. Et il faut que les deux choses soient R1 égale R2 et MA1 égale MA2. D'accord? La somme, alors si j'ai deux torseurs, je fais la somme de R1 plus R2. C'est un torseur, c'est un torseur, là, c'est taux, c'est le R total, c'est R1 plus R2, et le moment total, c'est MA1 plus MA2. Ça, c'est la somme de. Si je multiplie cet outil mathématique par une constante, lambda, je multiplie les deux, la résultante et le moment par lambda. Un torseur nul, il faut que les deux choses qui le composent, c'est-à-dire la résultante R et MA soient égales à 0. D'accord? Voilà pour les propriétés des torseurs. Alors, maintenant, si on veut des exemples de torseurs, des exemples qu'on va voir par la suite, que je vais détailler, ça c'est juste pour faire des exemples. Le torseur F, par exemple, le torseur force, il est composé, la résultante c'est une force, c'est la somme des forces, et le moment c'est le moment des forces. Donc ça, on appellera ça plus tard le torseur dynamique. Un autre torseur, si jamais je prends la rotation et la vitesse, j'appelle ça le torseur cinématique. D'accord? Donc ça, c'est des exemples, mais le cas général, il est là. Je prends n'importe quoi, n'importe quel vecteur, et je fais des opérations abstraites pour le moment. Et après, je passe à des choses qui ne sont pas du tout abstraites par la suite, parce que par la suite, je travaille avec des forces, avec des moments de force, avec des vecteurs rotation, des vecteurs vitesse. Et dans ce cas-là, je vais définir des choses qui ont un sens physique, mais pour le moment, ici, je suis dans la relation mathématique. Voilà, donc la prochaine fois, je continue, mais ça, ce n'est qu'un exemple. Je vais continuer. Il y a un slide qui manque, je vais le faire à la main, comme on a fait là avec la caméra, pour continuer sur la généralité. C'est-à-dire cette propriété que j'appelle produit scalaire de taux torseur, je vais l'appliquer de manière générale avant le cas particulier. Je vais vous donner la relation sur cette forme-là, que je vais faire ici devant vous avec la caméra, et après on va l'appliquer à des torseurs réels, je dirais, pratiques. Voilà pour aujourd'hui. Oui, j'écoute, il y a une question à la fin. Qu'est-ce qu'on aura le cours en poly? Alors, le poly, c'est ce que vous avez sous les yeux. Les explications, c'est ce que je vous donne. Donc maintenant, regardez avec Mme Marielle Sénéchal, si vous voulez absolument qu'on vous imprime ces cours-là, ils peuvent le faire à l'école. Donc demandez à Mme Sénéchal, vous dites, est-ce qu'on peut avoir un format complet? Ça, moi, je ne peux pas vous répondre, ça dépend de la politique de l'école, est-ce qu'ils donnent les cours. Voilà. Mais sinon, vous avez tous ces cours qui sont faits là, que je vous explique. Voilà, et je vous donne des références de livres. Je pense qu'avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Oui, j'écoute. Est-ce qu'il y a une question? Voilà, donc distribuer des photocopies de ça, voilà, demandez à Mme Sénéchal.